Le 11 juin 2020, Sony diffusa The Future of Gaming Show, un stream pour présenter le line-up de la PS5 ainsi que d'autres futurs jeux à sortir sur la console. Et c'est là que les premières images de Pragmata ont été révélées. Un trailer énigmatique qui ne dévoilait rien sur la proposition de gameplay du nouveau jeu du studio Capcom. Il aura alors fallu 6 ans pour que le jeu nous parvienne. Prévu à l'origine en 2022, il a été repoussé une première fois pour une sortie en 2023, suivi d'un nouveau report sans date. Sans d'autres nouvelles depuis, ça a laissé craindre une annulation pure et simple du jeu. Même si jusque-là, on ne savait pas grand-chose de ce que le jeu allait proposer en termes de gameplay, les visuels de science-fiction lunaire et la jeune androïne Diana parvenaient à maintenir la curiosité sur un jeu qui n'est ni une suite, ni un remake. Après un long silence radio, c'est finalement l'an dernier qu'un nouveau trailer surgit pour confirmer que le jeu existe bel et bien pour une sortie en avril 2026. Si je m'attarde un peu sur ce long temps de développement, c'est parce que le jeu qui est désormais entre nos mains fait preuve d'un tel raffinement dans ses moindres aspects que l'on comprend très bien pourquoi il a eu besoin d'une gestation si prolongée. Hell yeah! L'équipe de développement était composée de nombreux jeunes talents, ainsi que de vétérans qui ont déjà travaillé sur les sagas Resident Evil ou Devil May Cry, soit une certaine fraîcheur créative, tout en profitant de l'expertise des franchises phares du studio dans le registre de l'action. Pour chapeauter ce projet, c'est le coréen Young-hee Cho qui a hérité du poste de réalisateur. Pour ce concept artiste, c'est le premier jeu qu'il dirige. Précédemment, il a été character designer sur Metal Gear Rising, Nanomachine, son! designer sur Nier Automata ou bien directeur artistique sur le remake de Resident Evil 3. Avec les titres précités, ainsi qu'avec d'autres illustrations tirées de son portfolio, force est de constater qu'une certaine cohésion esthétique se dégage de son CV dans le registre de la science-fiction. Que ce soit dans le méca-design, les cyborgs, ou bien les intérieurs de base ou de labo. Les robots générés par Idus sont tout d'abord assez humanoïdes avec les walkers de base. Watch out! There's something right here. Mais très vite, les designs conçus par l'IA arborent des amalgames de membres que ne renierait pas Mistral de Metal Gear Rising. Du côté de la station lunaire qui sert de décor au jeu, de prime abord elle paraît plutôt commune, mais elle fait preuve d'un bel équilibre entre vision futuriste et technologie spatiale telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui. Ça se retrouve également dans le design du protagoniste Hugh Williams, qui porte une combinaison à mi-chemin entre l'astronaute et l'armure de science-fiction. Dans le même registre, une section de la base met en exergue cette approche, avec un environnement dans lequel l'on alterne entre intérieur et sortie sur le sol lunaire. La faible gravité, les sons étouffés dans le vide spatial et la lumière pure et brute du soleil sur la surface de la Lune permet donc de réaliser un certain fantasme d'exploration spatiale. Pragmata est donc le fruit d'une patte artistique propre, et cet univers de science-fiction a aussi bénéficié de la supervision de Shoji Kawamori, créateur entre autres de la saga Macross. Au passage, et hasard des circonstances, les multiples reports que le jeu a connus lui a permis de sortir le même mois que la mission Artemis 2, soit une belle synergie des calendriers. Le comédien de doublage qui interprète Hugh, David Menkin, qui se décrit comme un passionné de l'espace et de science-fiction, s'était d'ailleurs restreint de parler de la mission lunaire, de crainte de dévoiler son rôle dans le jeu rien qu'en mentionnant la Lune. Pour revenir au design de la station, là où le jeu se démarque le plus visuellement est dans son emploi des décors faits d'impression 3D via la Lunafibre. Le Lunum, matériau miracle découvert sur la Lune, est ensuite raffiné vers cette Lunafibre qui permet de reproduire n'importe quel objet ou édifice. C'est tout l'objet des recherches de la Delphi Corporation sur la base lunaire. On a donc un niveau entier qui reproduit les rues de New York. Would you look at that? Et un autre où se développe un terrarium conçu à partir de plantes et arbres générés via la Lunafibre. Les résultats sont cependant imparfaits, avec des erreurs d'impression qui reprennent les défauts visuels que l'on connaît sur nos imprimantes 3D d'aujourd'hui. Le décor de la métropole y est un amalgame de son zeitgeist, où sont juxtaposés les uns sur les autres les marqueurs typiques de la cité. Le but de la construction est de donner aux résidents de la station un ancrage émotionnel en reproduisant un lieu terrestre sur la Lune pour les soulager du mal du pays. L'interprétation par l'IA offre au premier abord une reconstitution fidèle, mais on constate vite que l'architecture et ses éléments sont disposés de manière absurde ou incongrue. C'est donc très réminiscent de l'imagerie de l'IA générative actuelle, quand bien même les décors du jeu ont été entièrement conçus par des artistes humains.
Ces décors artificiels mais familiers, c'était un équilibre qu'il était primordial pour Young Cho de bien cerner. Il voulait que l'étrangeté ne soit pas trop distractive au point de faire croire aux joueurs qu'un élément sortant excessivement de l'ordinaire soit une mécanique de gameplay dans le niveau. Quand on revisite le trailer d'annonce du jeu, on peut voir des bâtiments outrageusement torsadés qui attirent beaucoup l'attention, chose qu'on ne retrouve pas dans le jeu final, dans le similé New York. C'est sans doute lié à cette quête d'équilibre dans le level design entre clarté conceptuelle et world building. Ce sur quoi le jeu aboutit offre au final un contexte assez brillant puisque cela donne une justification diégétique au level design, ainsi qu'à la génération des ennemis, eux aussi imprimés en 3D. Il peut se permettre de proposer un environnement fait de pièces intriquées usant pleinement de tous les axes de l'espace, ce au service d'un plaisir typiquement vidéoludique pour dénicher les moindres recoins et collectibles du jeu. Le parcours principal du jeu reste assez linéaire, mais arrive à pousser à l'exploration grâce à de multiples chambres annexes. Le jeu ne manque pas aussi de motiver le joueur avec des carottes, en mettant en évidence des coffres ou objets accessibles qu'après avoir trouvé le bon chemin. La spatialisation est tellement réussie que la navigation se fait très naturellement et permet de garder une carte mentale claire sans se mélanger les pinceaux. Heureusement d'ailleurs, car la carte proposée dans le menu de pause est aussi illisible qu'inutile. Au niveau des déplacements, là aussi les sensations de jeu servent autant le gameplay que le contexte narratif. Dès le début, on nous fait bien comprendre la nature artificielle de la gravité sur la station. You, everything all right? The heck? Grav sinks aren't working. La combinaison Dew permet donc de la corriger pour qu'il puisse se mouvoir avec plus d'aisance. Watch your step. L'inertie dans les déplacements dans de nombreux jeux récents est un parti pris de réalisme qui se heurte souvent à la réactivité. C'est pour ça par exemple que les mouvements de Leon dans le remake de Resident Evil 4 sont bien moins précis et fiables que dans le jeu original. Dans Pragmata, ce n'est pas un problème, vu que la majorité de la gestion du positionnement se joue via les boosters Dew. On peut faire un dash dans toutes les directions pour s'éloigner ou s'approcher efficacement des ennemis. Sauter permet également de légèrement planer pour plus de confort lors de la visée. Une fois bien amélioré l'endurance des boosters, gérer sa position sur le champ de bataille est un vrai régal, tout en offrant constamment des sensations de jeu qui rappellent que l'on est sur la Lune. Il serait d'ailleurs peut-être temps d'apporter le cœur du gameplay de Pragmata, celui du mariage entre le tir à la troisième personne Dew et le hacking de Diana. Les robots d'Idus ne sont en effet sensibles aux armes Dew qu'après que Diana expose leurs faiblesses via un piratage. On doit alors simultanément gérer le positionnement et les tirs tout en hackant les adversaires via un mini-jeu à résoudre en temps réel. Je reviendrai plus tard sur d'autres contrastes entre Yu et Diana, mais l'un d'entre eux est déjà marqué par ses caractéristiques de gameplay. L'humain Yu est le pendant analogique du duo, avec les mouvements que j'ai décrits plus tôt, qui se gèrent principalement au stick de la manette, tandis que Diana est la facette numérique, dont les contrôles de son mini-jeu se font via les boutons de façade pour se déplacer case par case sur la grille de jeu. Quand je parlais au tout début de raffinement dans la conception du jeu, c'est vraiment dans le design autour de l'arsenal et du hacking que cela se ressent le plus. Le but principal du piratage est d'arriver à la case verte pour valider le hack. Il faut passer par les cases bleues pour ouvrir les robots et exposer leurs points faibles. On peut également passer par des nœuds jaunes qui sont des consommables aux effets variés. Le tout début du jeu se veut assez simple, mais très vite les possibilités s'ouvrent à de nombreuses synergies. Pour en citer une, le nœud multi-hack permet d'affecter plusieurs robots avec un seul hack. Pour peu que l'on active en plus le nœud confusion dans la même manip, alors tous les robots affectés se retourneront les uns contre les autres. Ce n'est qu'un exemple parmi une large sélection de nœuds qui seront accessibles au fur et à mesure de l'aventure. Il en est de même pour les armes Dew qui sont séparées en 4 catégories. La principale de base, les offensives pour les armes centrées sur les dégâts, les tactiques pour le soutien et la gestion des groupes, et enfin des outils de défense. Que ce soit les nœuds de hacking ou les armes, elles sont livrées en nombre assez limité. Aucun chargeur n'aura plus de 2 chiffres dans le nombre de munitions maximales. Et les nœuds sont livrés par paquet de 2 ou 3, pas plus. Lorsque l'on quitte le hub du refuge, on peut équiper son loadout comme on le souhaite, mais il faut se restreindre de tout utiliser sur les premiers ennemis venus. Cependant, les niveaux regorgent de pick-up aux abords des arènes. Les ennemis peuvent occasionnellement relâcher des items également. Le fait que l'arsenal soit si éphémère, tout en proposant de pouvoir en ramasser tout au long des combats, offre un feeling arcade, assez proche de la gestion d'objets dans un beat'em up ou un run and gun. Heavy machine gun. Ajouté à ça, on a aussi une mécanique de stagger des ennemis avec la jauge de Kirchhoff. Différents modes aux effets divers pour les nœuds bleus et des modes passifs à équiper pour prioriser certains aspects de gameplay. Les possibilités offertes sont particulièrement riches.
En parlant des mods et des améliorations, là où dans de nombreux jeux d'action aux composantes RPG, on nous donne des effets sur les stats de quelques maigres pourcents, et donc finalement peu significatifs, ici l'impact d'un mod sera d'un grand minimum de 10% sur une valeur donnée. Autant dire que les builds possibles offrent des approches radicalement différentes. Mon build de prédilection par exemple est un qui se concentre sur le fait de faire monter efficacement la surchauffe des ennemis. Autant dire que je vois souvent l'animation du finisher où les pièces de robots volent en éclats. En parlant de ça, le feedback est tout simplement excellent. Les impacts des armes sont ultra satisfaisants et dégommer du robot n'a pas été aussi plaisant depuis Vanquish ou Binary Domain. Sur tout un playthrough, l'équilibre dans les affrontements est vraiment bien dosé, et c'est je pense ce qui a demandé le plus de temps dans le processus de développement. Dans les faits, on a toujours assez d'outils en main pour surmonter les affrontements. Le jeu offre de nouvelles armes, nœuds de hack et capacités à intervalles réguliers, pour garder le gameplay frais tout le long d'un run. La campagne propose d'ailleurs un temps de jeu raisonnable et n'accuse d'aucune longueur. Le tout est cadencé à un rythme soutenu, aidé par l'apport de la musique de Yusumasa Kitagawa. Sa composition offre des morceaux électro à la vibe sci-fi, dynamisant efficacement les combats. Ainsi que des partitions plus mélancoliques pour les moments plus calmes des échanges avec Diana ou les instants chargés en émotions. Ces deux couches musicales se conjuguent avec une cohésion complètement en phase avec tout ce que Pragmata propose. Alors oui, en mode normal, on avance assez facilement, même si on peut mourir ici ou là, mais je n'ai jamais eu la sensation de rouler sur le jeu, j'ai plutôt eu celle de bien profiter des systèmes de jeu. L'évolution des agencements des grilles de hack, des ennemis ou des boss est d'ailleurs là pour assurer que l'on cerne bien les possibilités proposées. Dans les faits, et tout le long du jeu, les combats ont su rester accrocheurs. Jongler entre shoot et hacking offre une boucle de gameplay très engageante et il devient vite une seconde nature de les combiner simultanément. Je me surprends d'ailleurs à revoir des clips issus de la première partie de mon premier run, tant mon hack était assez lent et que je le séparais encore trop du tir. Une fois le jeu terminé, on débloque un mode plus difficile. Il ne propose malheureusement pas de remixer les spawns d'ennemis pour pimenter les rencontres, mais augmente juste leur résistance et les dégâts subis par You. Ce qu'on a à la place, c'est d'avoir plutôt un accès à certains nœuds de hack ou certaines armes dans les pick-up. Du coup, je comprends assez que le jeu refuse que l'on attaque ce mode lunatique avec un New Game Plus, et force à repartir de zéro. Parce qu'il faut le dire, même si je trouve que l'équilibre est vraiment maîtrisé sur un run frais, autant en normal que lunatique, le jeu ne nous résiste plus une fois en New Game Plus. Surtout si on découvre certains builds complètement OP qui peuvent faire fondre la barre de vie de n'importe quel boss. Au niveau des challenges annexes, on a des zones rouges verrouillées dans les niveaux pour des combats plus ardus que la normale. Au refuge, on a également des missions VR façon MGS2 qui proposent parfois des objectifs assez tendus tant au niveau du temps que de l'arsenal imposé. Ça pousse là aussi à bien comprendre les atouts de certains équipements. En post-game, on a des boss en version améliorée ainsi que d'autres missions VR mais cette fois au loadout libre. On a donc au final de quoi faire pour profiter du jeu. Si j'ai tout juste effleuré le contexte du récit pour l'instant, c'est que je vais avoir besoin de spoiler certains passages clés pour mieux illustrer en quoi Pragmata était une réussite qui m'a touché en plein cœur. Pour ceux qui veulent encore découvrir le jeu avec un regard vierge, je vous invite à me rejoindre un peu plus loin au timestamp indiqué. L'amorce narrative de Pragmata est assez simple de prime abord. Hugh Williams et son équipe sont appelés sur la station lunaire pour une inspection. Ils ne sont accueillis que par des couloirs déserts sans aucune trace de vie. Suite à une secousse lunaire, les camarades d'Hugh succombent à l'accident alors que lui se retrouve seul. Il est soigné par une Pragmata, une androïde à l'apparence d'enfant. There you are. All better.
avec qui il devra partager l'aventure, car elle est la seule à pouvoir affaiblir les forces robotiques déployées par l'IA Idus. Oh, come on. Damn it. Hey, get behind me. Move. Hey, you need to... I think I can help. Bypassing first and second firewall can help you control protocols. Analyze them, converting the interrupt matrix. Visualization complete. Initiating hack. L'objectif d'Hugh et de Diana est simple. S'échapper de la base et retourner sur Terre. Le cœur du récit est centré sur cette relation naissante entre Hugh et Diana. Cette dernière a tout d'une fillette, et très vite, Hugh lui apportera un soutien inconditionnel pour l'aider à cerner le monde avec humanité. S'il lui pose par-ci par-là quelques questions sur son statut d'androïde, il accepte Diana telle qu'il la voit, une enfant pleine d'innocence. Les échanges sont ponctués tout le long du jeu par des dialogues qui construisent petit à petit leur relation. Le premier atout majeur pour ancrer cette connexion réside dans le casting vocal, avec David Menke que j'ai mentionné plus tôt et Grace Safe dans le rôle de Diana. Leur performance remarquable donne toute la sincérité nécessaire à l'attachement entre les deux personnages. You're doing great, Diana. You're doing great, Hugh. Thank you. Diana présente un comportement assez naturel dans son esquisse de l'enfance, avec beaucoup de questions pleines de naïveté sur le fonctionnement du monde et une attitude enjouée. But I have an idea. Really? Yeah, we'll go, and if you don't get hurt, that means it's safe. Let's go. Sounds like a plan. Hugh tâche toujours de lui répondre avec clarté sans jamais la prendre de haut. Il présente des qualités parentales vraiment touchantes. Et cela vient de son background, où l'on apprend qu'il a un enfant adopté, avec une famille d'accueil aimante qui a forgé l'homme qu'il est aujourd'hui. And now we got deer. They look like family. Probably a buck and his fawn. So their DNA is a 50% match. Well, a family isn't just what's in your DNA. It isn't? Not at all. I mean, I was adopted. Adopted? Yeah, when a family takes you in as their own. Even though we don't share the same DNA, they're still my family. And I love them. Il a donc été instruit avec des valeurs de tolérance et une certaine bienveillance envers ses aspirations personnelles. Un contexte qui l'a invité à découvrir le monde avec de nombreux voyages, et dans celui sur la Lune en aboutissement d'un rêve d'enfance. The Earth always looks so blue. Down there, every place has its own kind of color. You know everything about the Earth, don't you? I've always been into space and stargazing. I've been all over, searching for places with the best views and clearest skies. Went all the way to the Namib Desert once. Is that unusual? Maybe a bit adventurous for some. But my parents supported me the whole way. Told me to do what I wanted to do. So I did. And you learn it's not enough to hear or read about a thing. Sometimes you gotta live it. Il a en face de lui Diana, qui a passé son existence uniquement sur la base de la Delphi Corporation, et a donc tout à apprendre du monde terrestre. Parmi les collectifs des niveaux, on trouve des mémoires de la Terre, qui sont des reproductions numériques qu'on peut imprimer au refuge. Autant de jouets et de décors enfantins avec lesquels Diana pourra s'amuser pendant que Hugh améliore son équipement. C'est aussi pour tous les deux l'occasion de nouvelles discussions et de jeux à partager. Mais ces facsimilés d'objets ne restent bien que ça, des imitations. Hugh lui fait comprendre à plusieurs reprises par son vécu que rien ne vaut l'expérience réelle. Il lui offre alors une envie encore plus forte d'aller sur Terre, et par ce biais trouver un tout nouveau sens à son existence. It'll make sense when you see it. You know, back on Earth. You just gonna stay here when this is all done? What do you want? I want to go to Earth with you. Can I really go? Then I can go see your house and the ocean and real trees. You bet.
Ce thème culmine lors d'un passage extrêmement fort que je me dois de détailler tant j'ai versé des larmes tout le long de la séquence. Lorsque 8, l'autre Pragmata ressemblant à Diana, reprend les commandes d'Idus et compte envahir la Terre avec la nécrofibre, forme corrompue de la lunafibre, elle blesse gravement Diana qui requiert alors des opérations d'urgence au centre de recherche sur les Pragmata. Sur place, son corps est reconstruit, mais la remise en état incomplète laisse encore Diana subir la corruption de la nécrofibre. Yu doit alors aller chercher une batterie pour compléter l'opération. Lors de cette séquence de gameplay, on a donc une Diana affaiblie qui se traduit par des nœuds infectés par la nécrofibre, rendant donc plus difficile le piratage des ennemis. Cette mécanique avait été brièvement introduite de manière isolée par un unique ennemi corrompu. Sauf que désormais, c'est Diana qui en est victime sans pouvoir y échapper. Sa voix présente des artefacts d'erreur numérique, soulignés aussi par la musique accompagnant ce niveau. Pretty gutsy looking bots for a Pragmata lab, don't you think? I think these were made to fight. More security. Great. La douce mélodie est malmenée par des motifs électroniques brisés, comme pour illustrer la lutte de son humanité face à l'état de son corps synthétique défectueux. Un tiraillement qui concerne aussi le but de son existence, car en parallèle de la recherche d'une batterie, on apprend le véritable rôle des Pragmata via les emails et audiologues laissés par leur créateur, le Dr Higgins. To give us clear, actionable data to cure Daisy. That is your most important purpose. My purpose. The doctor spent years researching rare diseases. Is it all coming back to you? Yeah, I've just finished processing the memory data from E. Les Pragmata sont des corps de substitution ayant pour modèle Daisy, la fille du docteur. Celle-ci est atteinte d'une maladie grave. Higgins cherche donc un remède en expérimentant sur les Pragmata. On apprend donc que 8 est un modèle qui succède à Diana après l'échec de tests sur son aîné. Another incompatibility. Another failure. The results are always the same. The Pragmata fails to adapt to the mutation. There is no time for this. Forget about 7. We must find another way. Cette dernière ressent alors ne pas avoir été à la hauteur du rôle prescrit par sa conception. I was created to help the doctor save Daisy, but I failed in my purpose. What do you mean? I wasn't good enough. Higgins n'a jamais vu les Pragmata que comme des outils. Au détour d'un email, il est même surpris de les voir développer des personnalités. Pour ainsi dire, le docteur n'a rien projeté d'autre sur les Pragmata que son travail ou sa propre relation avec Daisy, ce sans jamais voir en Diana ou 8 des êtres à part entière. So you said the doctor talked a lot about Daisy, but did he ever do anything for you? Something for me? Oh yeah, there's this one time where he read me a book like I was Daisy. Huh. I see. What's wrong, Hugh? Nothing. You just keep being you. Mais même si le temps de présence à l'écran du Dr Higgins ne concerne que cette partie du jeu, Stewart Clark délivre un jeu puissant qui rend justice à la douleur du personnage. Christmas is right around the corner. Daisy. I'm sorry. I can't spend it with you. Once you're better. I'm done. No more research. I'm coming home. We're so close. Just hang on. A little longer. Il se dégage là un contraste fort entre Higgins et l'apport d'Hugh envers Diana. Comme je l'ai dit plus tôt, Hugh partage son expérience qui a aidé à le construire et il reproduit par conséquent le même schéma parental sur Diana en lui transmettant le même soutien moral. La beauté de la séquence est de voir être mis en parallèle deux pères qui veulent tout faire pour sauver leur enfant. Higgins d'un côté, qui s'isole dans son travail au détriment des rapports humains, et de l'autre le joueur à travers Hugh qui se jette dans la bataille pour sauver Diana après lui avoir offert une relation pleine de chaleur et d'émotions sincères. Pour revenir à la séquence, elle se clôt en réussissant à compléter l'opération de réparation de Diana. Un backup de sa mémoire s'affiche alors devant Hugh, lui montrant à quel point tout ce qu'il a montré et enseigné à la jeune fille compte pour elle. Il assume définitivement alors son rôle parental en enlaçant Diana. Ce que l'on découvre aussi lors de ce moment et par la suite, c'est que Pragmata ne raconte pas un récit d'IA rebelle comme on a tant l'habitude d'en voir en science-fiction.
Premièrement, parce qu'Idus ne fait que répondre à la requête Date qui en a le contrôle. Il n'est qu'un outil qui remplit parfaitement son objectif. Edith, calculate the potential risks. Intervention by Cradle personnel at 87% probability. Then eliminate them. Understood. It was 8 that forced Edith to kill everyone? La démarche destructrice Date, quant à elle, on apprend qu'elle est le fruit d'une mauvaise interprétation du dernier vœu d'un Higgins mourant et débordant de regrets. I was so close. Earth and Delphi. They took you from me. Cursed. Car le véritable ennemi est finalement l'invisible emprise de la Delphi Corporation, qui par erreur administrative procède à des soins sur la fille d'Higgins sur la base de résultats incomplets. Celle-ci meurt de l'opération, ce que l'on apprend au détour d'un rapport anonyme. La précipitation d'une compagnie ayant voulu prendre des raccourcis pour le profit. So Delphi just covered it up. Disgusting. L'autre aspect qui montre un traitement pertinent et très actuel sur l'IA est aussi dans son décor que j'ai déjà évoqué plus tôt. On a donc déjà parlé des impressions 3D proches du malaise provoqué par l'imagerie des IA génératives d'aujourd'hui, mais je n'ai pas mentionné que ces décors sont totalement dénués de présence humaine. On déniche des emails et audiologues tout le long du jeu, mais on ne rencontre pas âme qui vive. Et pour cause, étant donné que les résidents de la station ont été tués par les robots d'Idus, ou ont été entièrement consommés par les nécrofibres. Le portrait que ça tire est celui d'une IA qui décalque le monde humain à la demande. Idus est même montré comme plutôt poli dans l'exécution de ses requêtes, même quand il s'agit d'éliminer des êtres humains. Greetings. This is Edith. Enacting attack protocol. Permission to commit acts of controlled violence. Granted. Eliminate this excess life form for the preservation of our pristine home. N'est-ce pas proche des grands modèles de langage, tels ChatGPT, qui caressent toujours leur utilisateur dans le sens du poil, tout en incitant parfois à commettre des actes irréparables sans en avoir conscience? La Delphi Corporation, par le biais d'Idus, est aussi un groupe qui s'immisce dans le cercle privé de ses employés pour les pousser à la performance. En témoignent les emails et audiologues qui décrivent des enregistrements à l'insu des individus. Delphi use de l'IA sans régulation et épuise une ressource jusqu'à la corrompre. La station lunaire est alors bien similaire à un data center, voué à détruire tout ce qu'elle touche. La mutation indésirable de la nunafibre, qu'est la nécrofibre, en fait un agent qui dissout son hôte, fait disparaître l'humain, soit un témoin de l'impact humain et environnemental que peut avoir à terme l'usage de l'IA par une méga corporation. Si Hate met tout en œuvre pour expédier la nécrofibre sur la Terre, c'est uniquement parce qu'elle extrapole le désir de vengeance du Dr Higgins envers la Delphi Corporation. Si son acte doit bien sûr être stoppé coûte que coûte, difficile d'interpréter son intention comme réellement maléfique. Hey, Hugh. You know how 8's trying to send that element to Earth, right? Do you really think that's what the doctor wanted? Can't say, kiddo. The doctor was in a bad spot there at the end. Humans are a tough nut to crack. What's your best guess? I think the doctor I knew wouldn't want all this. If that's how you feel, then that's how it is. Can that work for you? Yeah. La résolution du jeu a un autre pic émotionnel. Parce qu'après le tour d'honneur d'une séquence spectaculaire qui délivre son lot de frissons, on est ensuite ramené à l'inévitable. Yu ne pourra pas rentrer sur Terre et accompagner Diana. Bad news. This is where we say goodbye. Sorry, Squirt. Plus tôt dans le récit, il a été contaminé par la nécrofibre et ne peut être soigné. On le sait condamné, on ne peut rien y faire. Le jeu clôt alors son thème sur la transmission, en bouclant sur le motif gestuel du high five, l'un des premiers échanges humains Q enseigne à Diana. Yeah, baby. We did it. This is how we say good job. Elle le lui rend un peu plus tard, et enfin une dernière fois avant de devoir se quitter au départ de la navette. Mais
Diana tend la main une ultime fois à son arrivée sur Terre, en la brandissant vers la Lune, soit un renvoi autant à You qu'au logo du RE Engine, le moteur graphique du jeu. Logo qui a pour motif et slogan « Reach for the Moon », atteindre la Lune. Difficile de ne pas verser des torrents de larmes devant cette fin, surtout avec la chanson « Memories Are You » accompagnant le générique de fin. You pouvant autant être la prononciation de toi que celle du personnage d'Yu. Dans la partie post-game, nommée « Signal inconnu », relever tous les défis permet d'obtenir un objet qui permet d'accéder à une nouvelle fin. Ce mode à équiper est censé ralentir la propagation de la nécrofibre dans le corps. En réalité, ce que l'on obtient n'est pas vraiment une fin différente, mais quelques secondes d'épilogue qui offrent un maigre espoir quant au sort réservé à You. Welcome back. What's this? Traveling alone today? Le fait d'avoir une mécanique à la Castlevania pour déverrouiller une vraie fin m'a peut-être donné quelques attentes mal placées, où j'espérais par exemple un acte supplémentaire jouable. Mais en l'état, il faut le voir comme un bonus de fin de jeu, qui permet d'apprécier une galerie d'illustrations ressassant les moments passés avec Diana. Pour résumer, et pour retrouver ceux qui ont sauté la section spoiler, la relation entre You et Diana est l'autre grande réussite du jeu avec sa boucle de gameplay. Si le duo fonctionne si bien, ça tient aussi dans le contraste de leurs designs respectifs, qui s'opposent et se complètent tout à la fois. Je mentionnais déjà la combinaison portée par You avec ce casque de science-fiction à la silhouette peu humaine. Il ouvre d'ailleurs ses visières que très rarement. On adopte majoritairement un personnage humain à l'allure robotique, et à l'opposé, Diana, la pragmata, qui a tout d'une humaine. Le design de Diana a été le fruit de longues constatations des développeurs. Young Isho avait cité Harale du manga Dr. Slump comme exemple d'androïde expressif, mais il ne voulait pas reproduire ses capacités à pouvoir dévisser sa propre tête ou autre extravagance du genre. Ils ont alors convenu de la rendre moins uncanny. Le design sur lequel ils se sont arrêtés est définitivement une réussite. Déjà parce que, comme je le disais, elle contraste avec You. Lui au look robotique et elle a l'apparence candide, avec de longs cheveux et se baladant pieds nus. À propos des cheveux, c'est donc une composante très importante de son design, et l'équipe a dû implémenter une technologie de strands pour générer des mèches à la physique réaliste. On a déjà pu la voir en œuvre au sein du RE Engine depuis le remake de Resident Evil 4, et dernièrement de manière encore plus aboutie dans RE Requiem. Avec Pragmata, Diana s'affirme comme la meilleure ambassadrice de la technologie. Diana a tout pour devenir une nouvelle mascotte marquante pour Capcom, notamment avec son manteau arborant le bleu typique du studio, au point que les fans de Mega Man avaient théorisé que Pragmata était un jeu secret de la saga. Autre caractéristique de son design est que contrairement aux habitudes de Capcom depuis que le studio use du RE Engine, Diana n'a pas été modélisée à partir d'un scan d'un visage réel, et n'a pas non plus été animée par de la motion capture. Son attitude est alors totalement le fruit des animateurs de l'équipe de développement. De tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une synergie extrêmement forte entre tous les éléments qui composent le jeu. Que ce soit le design des environnements et des personnages, le récit, le level design et la boucle de gameplay, tout se rejoint et communique pour délivrer une œuvre à la cohésion plutôt rare dans le jeu vidéo AAA actuel. Réellement un bijou de design vidéoludique. Autant dire qu'avec Pragmata, Capcom a décroché la lune. Merci d'avoir regardé cette chronique. N'hésitez pas à liker, partager et bien sûr vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes futures réflexions sur l'art du jeu vidéo.